Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ça n'est pas pour me vanter, mais je lis encore le journal et même parfois je le chope en ligne. Ainsi, Chouf Tolosa, né à la suite d'une formation au journalisme de jeunes habitants de quartiers populaires toulousains, formation menée par le Tactique Collectif, le journal Chouf en ligne est un média des quartiers et il existe maintenant depuis 2 ans. Et une de ses dernières enquêtes est vraiment passionnante, intitulée La Rainerie au grill de 10 ans de La Dépêche et publiée fin janvier dernier. Elle montre comment, dans son traitement de l'actualité de ce quartier, le journal La Dépêche tombe vite dans le récit anxiogène par un choix sélectif des événements qui s'y passent. En passant à la moulinette 10 ans d'articles de journaux, celui de Jean-Michel Bayle, avec comme point de départ la révolte des jeunes en novembre 2005, ça n'est pas moins de 1813 articles qui ont été ainsi lus et analysés. Le nombre d'apparitions du nom La Rainerie varie entre 140 et 220 pour les années où le quartier est le plus cité. 43% des articles concernent la violence urbaine. Le débat, notent les jeunes journalistes de Chouf Tolosa, ne porte pas sur la réalité effective des faits violents décrits dans ces articles, mais bien sur la sous-représentation, 18% des articles traitant l'actualité associative, sportive, culturelle dans un quartier qui pourtant voit de nombreuses associations y agir et de nombreux événements culturels ou sportifs s'y dérouler chaque année. Ce rapport de 1 à 2,5 marque pour Chouf Tolosa le choix de traitement clairement opéré par la rédaction de La Dépêche. Cette enquête met également le doigt sur un certain nombre d'imprécisions, de manque de vérification, de non-présence sur le terrain qui polluent pas mal d'articles de La Dépêche concernant le quartier de la Rainerie. Localisation géographique approximative, gonflement du nombre d'actes décrits, confusion dans les noms des bâtiments, j'en passe, et des meilleurs. Au-delà de ces approximations, Chouf Tolosa donne également des exemples de traitements rédactionnels subjectifs des journalistes de La Dépêche. Ainsi, dans un article de juin 2015, un journaliste parle de la sinistre Rainerie. Dans un autre du 4 avril 2006, d'un quartier à problème. Dans un troisième du 8 mars 2008, deux cités, même calmes, qui peuvent basculer dans la violence n'importe quand. Champ lexical rédactionnel entre sensationnalisme et émotionnel à rapprocher avec celui des titres choisis pour les annoncer. Quartier chaud, retour en force de la police, ou encore Rachida Dati ira-t-elle au contact des ados de ce quartier dur? Ça, on pouvait le lire dans l'édition du 3 juillet 2007 de La Dépêche. Enfin, et terminant ainsi son tour d'horizon de 10 ans de traitement de l'actualité du quartier La Rainerie par La Dépêche, Chouf Tolosa fait remarquer comment l'utilisation systématique de photos de jeunes au bas des tours pour illustrer tout article parlant de drogue, de violence ou de radicalisation donne à voir un quartier violent, espace de non-droit et dangereux pour le citoyen lambda. Voilà, Chouf Tolosa, c'est un média en ligne, on trouve ça sur le net. Et allez y faire un tour. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé par Marc Lazaro.
Ce soir, on parle de l'actualité toulousaine. On va continuer avec Gaël Cérez, rédacteur en chef de Médiacité Toulouse, et avec Armel Parion, journaliste de ce journal en ligne qui, la semaine dernière, a écrit un papier sur la situation du métronome, situation actuelle et future. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, viendra nous parler de musique bizarre. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons la chronique régulière et indispensable de notre bon professeur Thibaut, nouvelle chronique de cinéphilie décalée, érudite et foutraque. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Quand il ne compose pas le répertoire de Sur la bonne voie, spectacle politico-satirique ou comment convaincre un public de gauche de voter à droite, Lucas Lemoff et Steph rongent leurs freins sur leur canapé en simili-sky à siroter des mousses comme d'autres pensent à la ciguë. Et de temps en temps, ils nous envoient des chansons comme autant de bouteilles à la mer. Et alors que Roselyne Bachelot vient tout juste de sortir de sa quarantaine confinante, eh bien cette dernière chanson, qui est aussi une petite parodie d'un morceau de Diams, lui est adressée. État Dams, Roselyne, le morceau est aussi à voir sur YouTube, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Allez, je vais miser sur Madame la Ministre. Ouais. Roselyne, tu sais la culture a mal. Ça fait des mois qu'elle pleure, le jambon elle digère mal. Roselyne, si je m'adresse à toi ce soir, c'est que les arts se nécrosent et que ça n'a pas l'air de t'émouvoir. Roselyne, le pays de Molière, Mnouchkine, Bartabas Et les 26 000 couverts. Roselyne, pourquoi tu nous prends pour des bouffons? On est des milliers et on rapporte des millions. Ma colère est immense, confinée dans ma chambre quand je pense à tous ces gens qui me ressemblent. Tu sais, moi je suis comme eux, je voudrais bosser, mais tout comme eux, ça dépend du prix à payer. Roselyne, t'as un prénom de fleur, un prénom de printemps. Alors pourquoi tant de froideur, Roselyne? Déjà un an à guichet fermé, t'as toujours pas compris que c'était un four, pas un succès. Roselyne, regarde-nous, on est beau, on vient de Toulouse, de Nancy, on est vivant, on fait du bruit. Ma peur est immense quand je pense à l'avenir. Plus de boulot, pas de retraite, comment je vais faire pour m'en sortir? Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde. Roselyne, ton pote Manu a dit C'est la guerre. Génération 2003, on a ressorti les bannières. Roselyne, ça va envoyer, prépare-toi, on va balancer du gros son et ce sera pas la Traviata. Mais Roselyne, t'es forcément intelligente. T'as pas compris qu'ouvrir les salles c'était devenu une urgence. Roselyne, tu es ministre, Mais tu sers à qui? À quoi? pas les artistes en tout cas. Roselyne, tu pouvais briller comme une reine, rouvrir les théâtres et nous rendre un peu d'oxygène. Mais Roselyne, sous le tailleur t'as pas les épaules. Tu te prends pour Simone Veil et t'es pas taillée pour le rôle. Roselyne, t'entends pas les clowns chialer, t'as toujours pas compris qu'on n'est pas là pour rigoler. Roselyne, tous les tests je les ferai. J'ai pas la peste, non moi ce que je veux c'est bosser. Je m'emmerde, Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, J'aime trop la culture pour en être la ministre. je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde. je m'emmerde. J'avoue. Roselyne, tu crois vraiment que t'as tout bon, que tu tiens bon la barre et que tu gères la situation? Roselyne, je suis pas de celles qui refont l'addition, plutôt de celles qui trinquent et se font fumer par le patron. Tu fais couler le navire, Roselyne, mais sur le pont, on jouera pas de la mandoline. Roselyne, pourquoi es-tu si fade? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Roselyne, j'aimerais tellement que tu entendes les angoisses et la colère de tout ce que tu représentes. Roselyne, pourquoi tu comprends pas? On peut rire de tout, mais on fait pas n'importe quoi. Viens, viens, rappelle-toi le renard, le petit prince. Écoute pas le businessman, Roselyne. Ouais, j'ai peur que t'oublies peu à peu l'essentiel. L'essentiel. est invisible pour les yeux. Je m'emmerde, Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde. je m'emmerde. Occupons les salles. Je m'emmerde, Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde. je m'emmerde. Occupons les salles. Cirer les pompes à Jupiter. Dis-moi au fond, à quoi ça sert? La plèbe. Il en a rien à faire. Mais nous, c'est les coudes qu'on se sert. Fais gaffe, Roselyne, c'est pas un très bon pas signe. un très bon signe. Quand la culture, elle se confine. J'ai peur de toucher le fond de la piscine dans un joli petit pull. Roselyne, je je m'emmerde. m'emmerde.
Roselyne. Je m'emmerde. Roselyne. C'est long, non? Roselyne. Roselyne. Je m'emmerde. Roselyne. Je m'emmerde. Roselyne. Grave. Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle fois présent pour nous parler de musique bizarre, et je dois dire que ce soir on va être vernis. Je sais pas où vous êtes allé la chercher celle-là, mais elle est gratinée. Ouais, alors en fait, pourquoi je suis allé chercher ça? Donc, tout d'abord, ça fait 1 an qu'on fait le tour quand même, un petit peu de tout ce qui s'est fait à Toulouse. Pour être honnête, on a fait notre boulot. Ouais. Je pense que là, tous les projets, ils sont prêts à sortir. Il ne manque plus que le public. Donc, je me suis dit, je ne sais pas qu'on a fait le tour, mais bon, je pense qu'on a quand même dit l'essentiel. Oui, on a fini en beauté samedi dernier avec le concert de sortie d'album du Tigre des Platanes. Voilà, donc tout le monde est prévenu. Maintenant, on n'attend plus que le public. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous amener cette fois-ci en Alsace, faire un petit tour en Alsace. En Alsace, et en fait, en Alsace, c'est aussi un endroit où c'est très dynamique au niveau musique. Voilà, donc je vais vous présenter un duo qui s'appelle Lise et Lisa. Et c'est un duo qu'on a plus ou moins découvert au Festival Météo de Mulhouse. J'en profite pour dire deux mots du Festival Météo. Ouais. Je pense surtout que ça va les intéresser parce que tout le monde sait qu'à Mulhouse, ils sont branchés sur Campus Toulouse. Donc, allez-y, faites-en de la pub. Non, là, j'invite les Toulousains à aller au Festival Météo. C'est carrément ça. Ça vaut le coup de se déplacer jusqu'à Mulhouse pour aller voir ce festival. Pourquoi? Parce que c'est quand même un des très, 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 très rares festivals où encore on peut découvrir des musiciens. Je le dis en toute honnêteté. C'est-à-dire que si vous voulez découvrir Vincent, si vous voulez écouter Vincent Perani, Ibrahim Malouf, Supersonic de Porquerie... Bon, c'est peut-être pas la peine donc d'aller à Mulhouse. Ah oui, à Avishai Cohen, vous n'allez pas à Mulhouse, vous ne les verrez pas. Par contre, vous pouvez aller à n'importe quel autre festival de cet été, vous les aurez. C'est ça qui est bien. Voilà. Tout dépend si on est curieux ou non. Donc voilà. Donc, il se passe quand le festival de Mulhouse? Alors il se passe à la fin de l'été. D'accord. Voilà. Donc, nous revenons à notre duo, qui font partie d'un collectif qui s'appelle le Kreis, et qui est basé à Strasbourg. C'est un tout jeune collectif avec des jeunes musiciens. Un jeune collectif dont fait partie d'ailleurs Stéphane Clore, qui est un magnifique musicien, qui est le chef du quartet Nuit. Bon, Nuit dont on parlera plus tard. Ça vaut vraiment le coup de faire une chronique aussi sur ce quartet magnifique. Donc, Lise et Lisa, ce sont deux jeunes filles qui jouent de la cornemuse. Voilà. Et que l'on commence à entendre derrière votre chronique. Voilà, comme ça on s'aperçoit déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les cornemuses. Alors vous allez me dire, peut-être la cornemuse n'est pas un instrument alsacien. Oui. Peut-être vous allez me le dire. Et j'allais vous le dire, d'ailleurs, je pensais, quand j'ai écouté cette musique, qu'elle venait peut-être d'Auvergne. je pensais plus à une tradition du biniou auvergnat que du biniou alsacien. Ouais. Tout à fait, et vous avez raison, mais ce n'est pas vraiment un instrument alsacien. Je vous dirais, vous avez raison. Mais il n'est pas interdit de jouer à la cornemuse en Alsace non plus. Ouais. Donc voilà. Donc ça fait partie de cette génération dont j'ai parlé, de musiciens qui retravaillent la musique traditionnelle avec des sons d'aujourd'hui. Et donc là, la musique, pour décrire la musique de Lise et Lisa, c'est une espèce de masse sonore, de flow comme ça, qui s'installe avec le son de la cornemuse. C'est un continu, évidemment. La cornemuse, c'est l'avantage, on peut faire du souffle continu sans être essoufflé. C'est ça l'avantage aussi de cette... Il suffit de souffler dans la poche, et quand la poche est pleine, on la vide. C'est ça. Donc le souffle continu est plus facile avec la cornemuse. Et donc on installe une espèce de nappe comme ça sonore, dans laquelle petit à petit on va ajouter de la mélodie, des transes comme ça qui reviennent. Et petit à petit il y a cette transe qui s'installe. On appelle ça du bourdon. Ouais. Voilà. Et on appelle ça du drone aussi. Du drone aussi, suivant les cultures. Et donc Yann Gourdon, d'ailleurs, un des leaders de la collective Novia, est spécialiste de cette musique-là. Et donc c'est une musique très inoptique, tout ça. Donc on se laisse emporter dans cette espèce de flow comme ça, avec une espèce de trance. On va écouter un petit peu, on analysera de suite après.
première analyse et après on réécoutera un peu. Ben, la première analyse, c'est justement, comme je vous disais, il y a quelque chose qui s'installe petit à petit parce que le morceau fait 22 minutes. Hein. Ouais. Donc il faut vous aurez vraiment... compris qu'on ne le passera pas en entier ce soir. C'est ça, j'avais compris, mais c'est dans une idée. Et donc, il faut se laisser aller, fermer les yeux à la limite, et puis après, on se laisse. C'est très emboutant comme ça, mais il faut vraiment se laisser aller par cette transe comme ça. Voilà. Et on écoute un petit peu encore pour essayer. Le public, comment il réagit vous qui les avez vus donc à Mulhouse? Alors, je vais tricher, je n'étais pas à Mulhouse. Ah, d'accord. Exceptionnellement, je n'étais pas à Mulhouse, mais par contre, comme c'est mon travail de programmateur, je m'intéresse aux échos des concerts de Mulhouse. Ça fait partie du travail, et ça fait partie des choses comme ça qui étonnent les gens. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens sont étonnés. Ouais. Et là, c'est le cas, parce que là, il se passe quelque chose c'est assez étonnant comme ambiance, quoi. Bon allez, on va continuer à écouter donc ce duo Lise et Lisa, Lise Barkas et Lisa Coffer, toutes les deux joueuses de cornemuse. C'était la découverte de Jean-Pierre Lérac de la semaine. Jean-Pierre, un dernier mot. Juste, je voudrais ajouter que si ça vous a plu, j'ai entendu dire qu'il risquait de jouer dans les Pyrénées cet été. Ah ouais, du côté de Lucin-Sauveur, c'est ça? Par là, ouais. Ah ouais, là. d'accord. Après ce que j'ai entendu dire. Ouais. Et il paraît qu'il y a un festival là-bas. Voilà. Ouais. Il va avoir lieu cette année, le festival? Aussi. Ah mais carrément. Alors, à cette heure-ci, on peut dire oui. Ah ouais. Deux informations dans cette minute. Il y a un festival à Lucin-Sauveur et en plus, il va avoir lieu cette année. Formidable, Jean-Pierre Lérac, on en reparlera. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, punaise, un invité qui remercie Jean-Pierre Lérac pour la découverte du soir. Mais faut pas le lui dire, sinon il va nous amener encore des choses encore plus barrées. Celui que vous venez juste d'entendre à la fin de ce jingle, c'est Gaël Cérez, le rédacteur en chef de Médiacité, et en face de lui, Armel Parillon, journaliste dans ce même Médiacité, avec qui nous évoquerons tout à l'heure la problématique du métronome qui
qui apparemment est en train de changer de statut, peut-être de projet, nous en dira plus tout à l'heure. Mais d'abord, Gaël Cérez, parlons de Médiacité. Un journal d'abord en ligne, ça faut quand même le dire tout de suite, pas la peine de vous précipiter dès la fin de cette émission chez votre marchand de journaux préféré. D'abord, parce que vous aurez du mal, on sera presque à l'heure du couvre-feu, et aussi parce qu'il n'y existe pas. Donc, journal en ligne, avec un format quand même assez inhabituel. Un journal qui existe dans 4 grandes villes en France, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. On exclut Paris, ce qui est quand même déjà un pari justement assez audacieux. Et comment est né ce projet qui réunit sous un même étendard 4 rédactions éparpillées aux 4 coins de la France? Alors bonjour. En fait, c'est une seule rédaction implantée dans 4 villes. C'est ça l'astuce. L'origine du projet, ce sont des journalistes de l'Express qui en avaient marre de l'Express et des tensions et des limitations à l'investigation qu'ils pouvaient vivre dans cette rédaction, qui ont profité d'un plan de départ pour prendre le vent et pour créer ce journal qui leur ressemblait plus. J'en fais pas partie, moi j'ai rejoint l'aventure en cours de route. Et l'idée, ça partait du constat qu'il n'y avait pas assez du journalisme de grande qualité au niveau national, d'investigation, mais qu'au niveau local, il y avait un manque, un vide. Et ils se sont dit, on va combler ce vide en proposant du journalisme d'investigation, du journalisme sur le temps long, qui prend le temps d'approfondir les sujets dans les grandes villes de France. Donc on a commencé par Lille, fin 2016, puis Nantes, Lyon et Toulouse. Et peut-être qu'il y aura d'autres villes dans l'avenir, ce serait l'objectif, mais chaque chose en son temps. Un hasard si c'est les 4 points cardinaux? Bonne question. Je pense que c'est le grand hasard. C'est les plus grandes. Enfin, c'est pas tout à fait les plus grandes villes, parce qu'on n'est pas à Marseille. Mais à Marseille, il y avait déjà de la presse avec Mars Actu notamment. La place était prise, on va dire. De fait, c'est vrai que c'est le beau hasard, on va dire. Donc, dans votre page de présentation sur le net, vous avez 4-5 valeurs qui peuvent vous définir. Vous parlez de contre-pouvoir pour parler des journaux. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, que le journalisme peut être aussi un contre-pouvoir. Vous parlez de journalisme d'enquête et pas journalisme d'opinion. Vous faites un peu la différence entre les deux. Dans votre journal, pas de pub. Vous annoncez une transparence sur le financement. On en parlera peut-être un peu dans cet entretien. Et puis, il y a cette idée d'enquête participative. Et on en parlera tout à l'heure peut-être avec Armelle, puisque l'enquête qu'elle a menée concernant un plan supposé urbanistique du côté de Mixar-Miris est une réponse, cette enquête, à une question d'un lecteur qui voulait en savoir un peu plus. C'est vrai que c'est à peu près les 5 points qui définissent un peu la ligne éditoriale de Médiacité. Je pense à Toulouse, mais je pense que c'est sur les 3 autres rédactions. Oui, c'est vraiment un projet global. On se réunit vraiment toutes les semaines pour discuter des sujets dans nos 4 villes. Est-ce à dire que c'est un portrait en creux que vous faites là du journalisme national? C'est le moment où on décide comment on se place par rapport aux confrères. Mais ouais, ça arrive de temps en temps. De fait, on a identifié, on n'est pas les seuls, des manques, des déficits dans l'investigation, dans l'indépendance par rapport aux annonceurs publicitaires, dans le temps attribué pour travailler les sujets. Donc je ne veux pas jeter la pierre sur mes collègues parce qu'il y a chacun les difficultés inhérentes à ce modèle économique. Nous, on a fait le pari, parce que ce n'est pas un pari encore réussi, mais de se doter d'un modèle économique qui nous permet de nous donner les moyens de prendre le temps, de faire de l'enquête en étant indépendant des financeurs que sont les annonceurs institutionnels, notamment la mairie, la région, le département par exemple, ou les grandes entreprises comme EDF, Vinci, etc., qui finance une bonne partie de la presse à Toulouse, mais partout ailleurs, en échange de publicité, et sur lesquels, du coup, il est forcément un peu plus difficile d'enquêter parce que... il y a un retour de bâton. Voilà, on ne va pas mordre la main qui nourrit, donc...
comment faire une enquête sur les conditions de travail au sein d'Airbus quand Airbus finance d'une façon ou d'une autre la vie économique du journal, par exemple. Ou sur les parkings de covoiturage quand fabriqués, montés par Vinci, quand Vinci finance aussi des pages de pub dans la Dépêche ou ailleurs. Donc forcément, c'est très compliqué de le faire. De fait, ça se fait pas du coup, ou très peu. Et nous, on a fait le choix de reposer uniquement à terme sur les abonnés, donc nos lecteurs et nos lectrices, pour... c'est un peu les seuls qui peuvent nous acheter, en fait, ce sont nos lecteurs. Là, je reprends la devise de Mediapart, mais qui peut s'appliquer à notre modèle parce que c'est la même chose qu'on souhaite faire. Donc, actuellement, Médiacité, et là, je parle de Médiacité, l'ensemble des villes réunies, revendique à peu près 4000 abonnés, avec à peu près entre 900 et 1000 à Toulouse. Je suppose que actuellement, c'est pas encore viable pour le journal. Non, tout à fait. Alors, on est à 4200 aujourd'hui, ça augmente vraiment, pas tous les jours, mais enfin presque, malgré la crise qu'on vit. On reste en positif au niveau de notre croissance. Donc c'est effectivement plus ou moins un quart dans chaque ville, même si Lille, étant la première, a plus d'abonnés que les autres villes. C'est quoi? Parce qu'il y a l'école de journalisme aussi à Lille? Non, pas du tout. C'est vraiment que ça s'est créé au début à cet endroit-là. Que les journalistes qui l'ont créé avaient déjà une bonne antériorité dans cette ville-là, donc ils ont pu sortir beaucoup plus d'infos. Ils avaient un réseau déjà plus développé dans cette ville-là que peut-être à Toulouse, où on a été créé, pas forcément la dernière, mais avec un peu plus d'éloignement à la base, je dirais. Et voilà, mais la différence tend à se réduire, et c'est plus ou moins un quart dans chaque ville. De fait, c'est pas suffisant, on est à la moitié du chemin. Il nous faudrait, à l'heure actuelle, 8000 abonnés pour être à l'équilibre, en fait. Donc, comment on comble cet équilibre aujourd'hui? Mais par des levées de fonds, principalement, quelques subventions aussi, publiques. Mais c'est principalement des levées de fonds. Et là, on prépare la 3e, qui est publique. Donc, on cherche 450 000 euros. On en a déjà réussi 200 ou 250 000. Et donc, elle devrait être bouclée en fin d'année pour, logiquement, si tout se passe bien, arriver à l'équilibre dans 2 ans et demi. 3 ans. Donc, pour être un peu clair sur ces histoires d'abonnement, actuellement, l'abonnement sur Médiacité, il y a une formule à 5 euros par mois, ce qui fait 60 euros l'année. Il y a une formule de soutien à 120 euros l'année. Et puis, il y a une formule découverte qui est 1 euro le premier mois, 7 euros les suivants. Vous êtes à peu près sur ce versant-là. Il faut savoir que, par exemple, l'abonnement à Libération, quand on le prend en ligne, c'est 100 euros le mois. Oui, voilà. Alors, de fait... 100 euros l'année, excusez-moi. 100 euros l'année. Oui, oui, ce 100 euros le mois, c'est un peu cher. Il y a des médias à 100 euros le mois, mais... Ça, c'est du soutien. C'est du soutien, ou c'est du très, très spécialisé. Il faut savoir que pour cet abonnement-là, c'est vrai que comparé à un verre de bière, une baguette, etc., c'est comme pas énorme, mais contrairement à Libération, qui va donner un flux de nouveaux articles de façon quotidienne, nous, notre offre, c'est un article nouveau ou 2 par semaine par ville. Donc, à moins quand on n'est que Toulousain ou que Lyonnais, etc., on a 1 ou 2 articles par semaine. Donc, et quelques brèves. Ça dépend des semaines. On n'a pas de rythme, c'est au moins un minimum quand même. Faut pas berner le client. Mais c'est un rythme plus lent, quoi. C'est un petit rythme hebdomadaire. C'est sûr que quand on aura plus de moyens, c'est pas les sujets qui manquent, donc on arrivera peut-être à 2, 3, voire un rythme quotidien, mais c'est une autre structuration et il faudra étoffer les équipes. Donc, pour donner un peu une idée de ce qu'on peut lire sur Médiacité, par exemple, on apprend comment un collectif d'enseignants se mobilise contre la passivité du rectorat de Toulouse, à lutter contre le sexisme à l'école. On découvre la position de tête de gondole au niveau de l'Hexagone de Jean-Luc Moudenc en matière de dépenses électorales. On découvre également la gestion catastrophique de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, celle-là même qui devait réaliser les études préalables à la construction du barrage de Sivens et qui devait ensuite en assurer la gestion. On suit le désarroi des habitants des Isards après l'été meurtrier de l'an dernier. On comprend comment les aires de covoiturage construites le long des autoroutes peuvent devenir très lucratives pour la société Vinci Autoroute qui les construit, à travers l'exemple
de celle qui devrait être construite à Saint-Jory, on plonge dans le décortiquage du prix de l'eau à Toulouse. Et puis il y a également des portraits, des interviews qui se font sur la longueur, tout ça concernant essentiellement la ville de Toulouse, avec des articles qui débordent un peu, notamment je parlais de celui de Sivens, qui déborde un peu du cadre de l'agglomération. J'ai vu que vous aviez écrit il n'y a pas très longtemps un article sur la mairie de Riom qui vient d'être épinglé par la Cour des comptes régionale. Enfin voilà, on a ce style d'information. Je me disais, information qui tourne quand même autour de quelque chose qu'on pourrait traiter de sensationnaliste. Voilà, vous le dites nettement mieux que moi. Polémique en tout cas. Et effectivement, on est sur l'article de Moudenc et de ses frais de campagne, même si vous dites que c'est dans le cadre normal de ce qui est autorisé comme dépense dans le cadre d'une campagne électorale. On n'est pas avec Sarkozy sur ce cas d'espèce, mais c'est vrai que ça reste sur un ton un peu polémique. Alors, en l'occurrence, c'est peut-être l'un des sujets les moins polémiques, puisque c'est simplement factuel. Je veux dire, là, ce sont les chiffres qui ont été rendus publics. Oui, c'est le seul endroit où je les ai lus, par contre. Voilà. Oui, alors peut-être nos confrères n'ont pas repris, ce qui arrive souvent. Mais de fait, il a dépensé ce qu'il a dépensé, il reste dans les cadres légaux, et voilà, ça se dit juste qu'effectivement, il a dépensé le plus en France pour une élection municipale. Mais ça tient aussi au fait que la commune de Toulouse est l'une des circonscriptions les plus grandes, avec le plus grand nombre d'électeurs, donc contrairement à Lyon où tout est divisé par arrondissement, Paris également et Marseille pareil. Oui, mais le côté polémique de la ligne éditoriale. C'est vrai, on peut pas, voilà, polémique, négatif, etc. Oui, on met toujours un peu le doigt sur ce qui va pas bien. On essaye de aussi il faut le vendre quelque part aux abonnés, aux lecteurs, et du coup, comment dire, est-ce que c'est calculé ou est-ce que ce sont simplement les sujets qui sont forcément du coup le simple fait de s'attaquer aux sujets qui fâchent, on peut considérer que c'est polémique en soi. De fait, comme beaucoup de médias se l'interdisent, ou peut-être pas se l'interdisent, mais ont du mal à le faire pour toutes les raisons dont Gaël a parlé, c'est vrai qu'on peut vite paraître plus polémique. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas y aller ? Mais voilà. Je trouve qu'en interne, on a quand même souvent ce questionnement de se dire, est-ce que du propos contradictoire, par exemple, d'aller toujours quand même essayer de voir de l'autre côté, et pour essayer d'équilibrer au mieux et de nuancer. Mais bon, quand il faut dire les choses, il faut dire les choses quand c'est factuel et qu'il y a quelque chose à dire. En fait, j'ai du mal avec le mot polémique parce que ça voudrait dire que ça serait pas tout à fait honnête de notre part. Or, c'est toujours factuel, c'est toujours vérifié. Le contradictoire est toujours offert. Il y a peut-être quelques cas où on s'est loupé, mais 99%, on laisse beaucoup de temps, parfois un peu trop, et on n'a pas forcément de réponse. On cite longuement aussi parfois. Et voilà, et c'est toujours vraiment la réalité. Bon, c'est la réalité qui ne fait pas plaisir. Mais c'est celle qui existe et qui n'est pas comptée au niveau toulousain, quoi. Pour finir avec cette façon d'aborder le journalisme, quand vous parlez de contradictoire, l'article que j'ai cité en début d'émission, donc de Chouf Tolosa, parlant de la façon dont la Dépêche pouvait traiter le quartier de la Rainerie, contrairement à eux, vous avez repris certains éléments de cette enquête et vous êtes allé demander à la Dépêche ce qu'elle en pensait. Bon, évidemment, la Dépêche n'a pas répondu, sauf un malheureux journaliste, sans doute que vous connaissiez très bien et qui vous a dit 2-3 banalités. Mais c'est vrai que vous êtes allé au moins aller rechercher la réponse. On a vu ce papier passer de nos jeunes confrères. Alors, ils ne sont pas professionnels, mais ils font un travail intéressant. Et on s'est dit qu'il y avait déjà beaucoup de travail parce qu'analyser 1800 articles, c'était comme un sacré effort. Mais on s'est dit qu'il fallait effectivement le compléter. C'est-à-dire en allant, Scoïs s'était arrêté, donc avait fait 2005-2015, donc on a analysé la suite, 2015-2020. Il fallait aller voir les habitants. Votre conclusion, c'est que finalement, ça n'a pas trop bougé ? Voilà, non, la conclusion, c'est que ça
C'était grosso modo les mêmes, la moitié, plus ou moins, des articles consacrés à du fait divers, des trucs un peu négatifs. Sachant que pour 2020, c'est plutôt un tiers. Donc pour les dernières années, la part d'articles dits négatifs a plutôt baissé. Je ne sais pas si ça va durer, mais... Je vous rappellerai simplement qu'en 2020, on a été aussi confinés, mais bon. Peut-être, oui. Mais justement, il y avait moins d'actualité culturelle, ce qu'on mettait en pendant avec les faits divers, donc ça aurait pu produire l'effet inverse. Après, c'est encore une fois une analyse factuelle d'un traitement médiatique sur un quartier. En toute honnêteté, on ne peut pas dire à l'heure actuelle si la dépêche a un traitement injuste de la Rennerie. Je veux dire, la Rennerie, il y a quand même des problèmes de faits divers, de délinquance qu'il n'y a pas dans d'autres quartiers de Toulouse, qui provoquent du coup une production médiatique forcément négative par les habitants et qui parfois peut être sous-estimée du point de vue de ceux qui la font. Et c'est pour ça que c'était intéressant de dire, de caractériser le traitement médiatique de ce quartier, factuellement. C'est ce que Chouf a fait et c'est ce qu'on a essayé de faire pour vérifier. Donc, dans Médiacité, il y a à peu près 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, paraissait un article dont vous êtes l'autrice, Armelle Parion, sur le devenir du métronome. Vous nous expliquez un peu cette histoire, parce que là, pour le coup, hormis les gens qui tournent autour du métronome, c'est presque, un sacré coup de canon là, que vous annoncez. En conseil municipal, même les gens de la liste d'opposition que l'on peut rencontrer après le conseil municipal nous avaient parlé de plein de choses, mais pas de cette idée-là qui est sortie en décembre, qui est ressortie en mars, annoncée par la mairie. Donc vous nous dites un peu de quoi il s'agit ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, c'était dans les tuyaux depuis même 2 ans. C'est ce que j'ai su en allant interroger un maximum d'acteurs culturels du projet du métronome et aussi qui gravitent autour, parce qu'il y en a pas mal. Donc c'est une salle de musique actuelle qui est quand même à peu près connue par tous les gens qui font de la musique à Toulouse ou qui écoutent beaucoup de musique, mais qui n'est pas si connue que ça finalement du grand public, on va dire. Et c'est une des raisons d'ailleurs peut-être de son échec. Enfin, c'est ce que j'interroge aussi dans l'article. Mais en fait, l'alerte est venue d'une personne du secteur culturel qui, moi, m'a dit, de mon réseau, qui m'a dit, oui, est-ce que tu as vu ce qui se passait au métronome ? Quand même, c'est dingue, ils veulent changer le statut, ils veulent privatiser le métronome. Et en conseil municipal, on va dire que le métronome, c'est une salle municipale. C'était une salle en régie, c'est une salle en régie. Et en fait, le projet, visiblement, rien n'a été vraiment dit officiellement, même en conseil municipal. Tout est un peu toujours mis au conditionnel. Mais plusieurs élus, dont Sacha Briand, ont confirmé que le projet serait, à moyen terme, de transformer cette régie en SPL, c'est-à-dire une société publique locale. Donc c'est un modèle un peu compliqué juridiquement, mais d'après ce que j'ai compris, c'est en gros le fonctionnement d'une société privée, c'est-à-dire avec une autonomie financière, etc., mais avec des actionnaires publics. Donc en tout cas, on quitte la régie. Et en menant l'enquête, je me suis rendu compte en fait que visiblement, parce que la mairie ne le dit pas vraiment, mais le but c'était surtout d'alléger la charge en fait pour la municipalité qui donc dépense 500 000 € par an pour cette salle, qui n'est pas du tout rentable. Bon, une régie n'est pas faite pour être rentable, hein, c'est ce que leur opposent beaucoup d'acteurs culturels qui bénéficient de cet équipement. Mais voilà, donc l'idée c'est de s'associer à d'autres actionnaires publics tels que le département, la région. Et d'obtenir aussi, alors la raison officielle, c'est d'obtenir un label, le label SMAC, donc scène de musique actuelle, qui est un label qui permet le soutien financier de l'État. Donc c'est ce que la mairie utilise comme argument principal, mais sauf qu'elle aurait pu choisir un modèle associatif, elle aurait pu choisir bien d'autres formes, et surtout, ce qu'on peut reprocher à ce choix-là, c'est qu'il va mettre de côté notamment le cluster Masfer, donc qui est une réunion de plusieurs entreprises culturelles du secteur qui tournent autour du secteur des musiques actuelles, mais et pas qui ont seulement. leur bureau au premier étage du métronome. Voilà, dont ils ne payaient pas de loyer, mais c'était prévu dans le projet parce qu'ils devaient être associés en tant que pépinière pour qu'il y ait une synergie au niveau du milieu musical et qui se retrouvent donc à la rue à partir de juin. Voilà. Et on leur avait pas vraiment spécifié les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire même en interne, les agents d'ailleurs ne savent pas vraiment ce qui se trame, et c'est ça qui est très inquiétant pour eux, c'est qu'on les associe pas du tout à la réflexion, à la démarche et au projet du métronome. Et interrogé par des élus d'opposition au dernier conseil municipal, Nicole Iardeni qui
et aussi une meneuse de ce projet-là, a pu dire à l'opposition que c'était pas encore tout à fait finalisé, mais qu'il serait mis au courant quand ça sera finalisé. C'est-à-dire qu'à la limite... Mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Quand ça sera fait, on vous le dira et ça sera voté. Et c'est vrai que au-delà des années que cela va engendrer au métronome et même aux spectateurs, parce que si c'est du privé, on peut être sûr que le prix de la salle en location pour les acteurs locaux qui l'ont beaucoup utilisé pour faire des sorties d'albums, tous les groupes de Toulouse ont pu jouer au métronome dans des conditions quand même correctes. Hein. Je veux dire, c'est une des rares salles accessibles où on peut jouer de manière très correcte. Là, pour le coup, elles vont pas pouvoir se le payer parce qu'on peut s'attendre à une augmentation des prix et on peut s'attendre donc à une augmentation du prix du ticket de concert au métronome à la suite de ce repositionnement du public au privé qui risque de se faire au métronome dans les semaines à venir. Donc on reposera la question. Tout va dépendre du projet qui est choisi parce qu'il y a eu un appel à projet lancé auprès de tous les partenaires privés innovants. Voilà. Alors c'est dit de manière pas très claire. D'ailleurs, moi je connais des acteurs qui voudraient se positionner mais qui savent pas trop sur quel pied danser parce qu'ils comprennent pas bien ce qu'ils peuvent proposer. Donc c'est à suivre en tout cas attentivement. Avec comme mot d'ordre réinventons le métronome. C'est ça. Tout est permis. On a connu plus clair comme injonction, même si elle est macronienne cette injonction là. Il y aura un restaurant, ça a priori c'est acté, c'est ce que j'ai vu dans le dossier déposé à la DRAC Occitanie. Formidable, on pourra manger au métronome avant le concert. Autre article qui m'a un peu titillé et que vous avez également écrit il y a quelques temps à la demande d'un lecteur de Médiacité qui vous avait demandé d'enquêter là-dessus, c'est ce qui se passe autour de Mixarmiris et donc autour de cette zone d'habitat vétuste, puisque pour les gens qui traînent du côté du boulevard de Suisse, on peut remarquer que quand même tout ce secteur entre le boulevard et le canal est rempli de maisons qui sont en fin de vie, on va le dire comme ça. Il y a un peu de tout quand même dans ce quartier. Sur la pointe, c'est bon. Mais vous êtes allé à la pêche aux infos et vous dites que finalement Mixarmiris, ça serait pas qu'une histoire, ça pourrait ne pas être qu'une histoire de sécurité si Mixar a été fermé en janvier. Alors j'ai pas réussi à trancher parce que j'ai pas la preuve que ce soit vraiment lié, mais la question de notre lecteur, donc dans la rubrique qui s'appelle Véracité, où on répond justement à ces questions de lecteurs dans Médiacité, c'était est-ce que la fermeture administrative de Mixarmiris a un lien avec le projet immobilier du quartier des Ponts-Jumeaux. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui laisseraient à penser que oui, notamment le fait que les hangars sont particulièrement recherchés en ce moment par la mairie, qui reconnaît être en prospection foncière active, c'est les termes qu'utilisent les élus. Donc voilà, il n'y a pas de secret de ce côté-là. On peut leur faire confiance. Par contre, personne dans le milieu, que ce soit les agents immobiliers, les architectes, tous les gens un petit peu du secteur, ont du mal à suivre, à comprendre, essayent d'avoir des informations. Et encore une fois, la mairie est assez énigmatique, elle ne veut pas révéler tout son jeu. Donc voilà, ils cherchent du foncier, ils cherchent des hangars, notamment il y a un projet d'école, puisque l'école actuelle des Ponts-Jumeaux est saturée et on ne sait pas encore où est-ce qu'elle va être, des entreprises déménagent également. Donc c'est vrai qu'avec tout ce chassé-croisé et tous ces changements, en prévision de l'arrivée du métro, parce que c'est ça qui est l'enjeu principal, c'est qu'il y a l'arrivée du métro programmée on ne sait plus trop, mais pas avant 2024, probablement un peu plus tard même. Voilà, donc, mais n'empêche que cette zone-là va devenir attractive pour n'importe quel promoteur immobilier. C'est le but, et d'après les agents immobiliers, d'ailleurs, c'est un des secteurs où investir actuellement à Toulouse, de la même façon qu'il y a eu la cartoucherie, qu'il y a eu Montaudran, parce que c'est très stratégiquement positionné, pas loin du centre-ville, des sorties de rocade, etc., et que ça reste encore à peu près accessible. Enfin, en tout cas, dans une certaine limite. Bon, voilà. Donc on peut poser la question, mais c'était difficile de trancher. Ouais. Parce que la mairie ne nous a pas vraiment répondu. Mais j'allais dire, on ne peut pas trancher parce qu'effectivement, ça devient une tactique de la mairie depuis quelques années et singulièrement depuis le deuxième mandat de Jean-Luc Moudenc. On a vu ça avec la Grave, on a vu ça avec Mixar, on voit ça maintenant avec ce que vous décrivez. Le métronome, c'est pareil. On annonce par petites touches, on ne dit rien et on est mis devant et on est et parfois on est mis même devant des le lieux fait fermes en silence, quoi. Ouais, et ouais. particulièrement en ce moment où du coup les lieux culturels n'ont pas du tout de vie.
on en parle peu, mais le musée de l'affiche, qui est ce qu'il est, mais musée de l'affiche est en train de mourir tranquillement de sa belle mort. Une directrice est partie, elle est toujours pas remplacée. Manque de moyens, ça va fermer. Oui. Et pourtant, rien n'a été l'indifférence dit, générale. exactement. Voilà. Et on dira, c'est comme ça. Après des travaux de près d'1 million d'euros réalisés il y a moins de 4 ans en plus dans ce musée. Bon. Pour sa rénovation. Et avec le Covid, on n'aura même pas eu le temps d'aller voir ce que donnait le nouveau musée de l'affiche, qu'il sera déjà fermé. Enfin, vous l'avez compris, et vous comprenez maintenant où je vais chercher une partie des informations que l'on vous déverse dans cette émission chaque semaine, Médiacité. Donc, je vous le redis, c'est sur le net. Vous avez une série d'abonnements si ça vous intéresse. Oui, parce que par contre, ils sont suffisamment vaches pour couper dès le début de l'article si vous n'y êtes pas abonné, même quand c'est relayé sur Facebook. Et rien que pour ça, je vous ai quand même haï un certain nombre de fois. Médiacité, donc journal en ligne sur Internet. Là aussi, c'est comme Chouf Tolosa, on ne saurait vous conseiller de vous y précipiter tant les informations qui y sont diffusées n'y sont pas diffusées ailleurs. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission pour nous en parler. Et puis, je désespère pas de vous revoir régulièrement pour venir commenter quelques nouveaux dossiers que vous allez nous concocter. Pourquoi pas, merci à vous pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci, à très bientôt. Depuis quelque temps, je me suis tapi dans l'ombre. Quelque temps, dans l'ombre, je n'en suis plus sortie. Si vous voulez savoir, j'affûtais mon regard, tapis au creux de ma chambre, j'affûte mon regard dans le noir. Au creux de ma chambre, mon regard dans le noir. Essayez donc pour voir, tapissez-vous hors scène, poussez-vous de la lumière, pour ne pas qu'on puisse nous voir dans le noir. Affûtons nos regards, essayez donc pour voir de derrière le rideau, peut-être qu'on pourra se voir dans le noir. Pour voir hors scène,
affûtons nos regards de derrière. Parce que peut-être qu'on pourra se voir dans le noir. Voilà. C'était Claire Gimat que l'on vient d'écouter dans le noir. Extrait de son premier album Les Sorcières, sorti début avril. Claire Gimat qui évidemment devait jouer là dans les jours qui viennent pour fêter la sortie de cet album. On attendra encore sans doute quelques semaines. Donc en tout cas Claire Gimat, son album Les Sorcières vient de sortir et on écoutait donc Dans le noir, jingle et la suite. Caramel, mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Jim. Daphne, I love you. L'auditeur sagace sait très bien qu'à ce moment de l'émission, lorsqu'il entend ce jingle, c'est notre bon professeur Thibaut qui est devant le micro. Bonsoir, professeur Thibaut. Mais quelle voix, quel talent. Et vous avez vu Sagace. Je suis tout ému. Je suis tout ému. Il faut le sortir celui-là à ce moment de la soirée. C'est exactement. Ouais. Ça fait plus de 6 lettres. Hein. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur des fois. Mais ça peut marcher au Scrabble. Il y a bon, un G. Bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, professeur. Alors, vous nous annoncez une chronique un peu éparpillée, mais j'allais dire comme d'habitude, mais par contre chaude parce que vous venez de finir la vision du film dont vous allez nous parler tout de suite. Pas du film, mais des films. Wow. J'ai eu une révélation. Vous savez que j'étais en complète perdition avec ces confinements, complètement décalés. Etc. On vous a même proposé à un moment donné de faire partie de la bande qui était allée s'enterrer dans une grotte en Ariège et qui sortent de même matin. Tout à fait. J'ai failli accepter. Mais je pense que c'est ma consommation d'alcool qui les a peut-être un petit peu repoussés. Un petit peu freiné. Ah, quand j'ai dit qu'il fallait descendre 4 caisses, ils n'ont pas, forcément, ils n'ont pas été d'accord. Eh bien, oui, je comprends. Donc oui, alors comme je disais, j'étais un peu parti en perdition avec tous ces confinements et non-confinements et reconfinements, etc. Et je dépérissais tout simplement, je ne croyais plus en rien. Du tout. J'étais là, je me morfondais avec mes films autour de moi, vous savez, dans ma petite mansarde, ces piles de DVD, de Blu-ray. Je peux plus aller au cinéma, c'est affreux, parce qu'il y a une chose qui existe, c'est la télévision, les vidéoprojecteurs, mais il y a aussi le cinéma. C'est deux choses très différentes. Bon, bref, je devenais un peu tout sec. Et puis soudain, la révélation. Grâce à la Poste d'ailleurs, je tiens à les remercier. Alors je vais sortir cet objet. Encore un établissement service public. Oui, formidable. Tout à fait. Alors là, je félicite mon facteur ou ma factrice, voilà, que je n'ai pas croisé ce jour-là. Mais j'ai reçu ce petit objet, alors qui s'appelle The Dungeon of Andy Milligan, le donjon d'Andy Milligan. Alors. Pour tout dire, ça fait combien de temps que je viens plus ou moins régulièrement dans cette émission? Une vingtaine d'années? Ouais, j'allais dire, on va se faire peur, une vingtaine d'années. Plus, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Je n'ai jamais évoqué Andy Milligan. Ah oui, alors ça, c'est une erreur. Alors que je connaissais, bien sûr, il n'y a pas de souci, avec ça. Mais alors pourquoi je ne l'ai jamais évoqué? Tout simplement parce que c'est le pire réalisateur qui a fait les pires films de l'histoire du cinéma. Et donc, c'est votre créneau? Alors oui, certes, c'est mon créneau. J'en ai évoqué beaucoup, de Ed Wood à Herschel Gordon Lewis, même en passant par Patrick Sébastien, je crois. Oui, j'avais parlé de son film Thème. Oui, de son film. Si je ne m'abuse, de son seul film. Et heureusement. Mais Andy Milligan, lui, a persévéré. Voyez. Alors c'est un réalisateur américain qui a fait une trentaine de films, échelonnés, je pense, entre 65 et 88. Et je dois dire que ce coffret Blu-ray, alors c'est un coffret, c'est énorme, il y a un livre là d'une centaine de pages, il y a plein de Blu-ray, c'est dommage, je connais pas l'image et tout, etc. Et alors je me disais, mais c'est pas possible, tu vas pas acheter ce truc-là, parce que j'ai quand même acheté ce truc-là. Et je vous garantis que c'est cher. Et puis finalement j'ai craqué et je me suis dit, toujours pareil, quitte à être au fond du trou, regarde un film d'Andy Milligan. J'en ai pas regardé un, j'ai quasiment bouclé le coffret. Vous y êtes depuis 2 jours? Trois, un peu plus de 3 jours là. C'est absolument
incroyable, c'est insensé. Andy Milligan faisait des films tout fauchés, mais vous pouvez pas imaginer. Le budget en général, c'est entre 15 et 20 000 $, quoi. Mais ceci dit, même à l'époque, c'est rien. C'est-à-dire qu'avec, c'est des films de cinéma avec 10 000 €. C'est en 16 mm. C'est absolument pas du tout éclairé. Les acteurs sont abominables. On n'a jamais vu ça. C'est terrible, cette espèce de jeu théâtral. Alors ça, c'est pas étonnant parce que Andy Milligan vient du théâtre et qui vivait à Staten Island, donc proche de l'île de Manhattan, et qui a commencé sa carrière, en fait, c'était presque un jeune prodige puisqu'il montait des pièces de Jean Genet dans un café célèbre de New York qui s'appelait le Café Chino, où il y a eu plein de révélations théâtrales. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était à l'avant-garde, oui. Alors voilà, à l'avant-garde, et d'autant plus qu'il a filmé un court-métrage assez formidable d'ailleurs dans les bains de l'East Village, qui étaient des bains gays à l'époque. Il a filmé une espèce de petit court-métrage underground qui est assez formidable, qui s'appelle Vapeur. Voilà, alors ça c'est assez remarquable, donc que tout allait sourire à Andy Milligan, et puis soudain Andy Milligan se dit moi je vais sourire à personne parce que je vais partir faire des drames érotiques insensés avec des acteurs tout pourris, et alors il va bien sûr s'occuper des costumes. Et alors là, quand Andy Milligan s'occupe des costumes, alors là, c'est complètement génial parce qu'il y a une période dans sa carrière où il a réalisé on va dire des drames horrifiques. Il y a un drame élisabétain là, notamment là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Torture Dungeon, donc le donjon de la torture, qui est son film le plus insensé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tourné chez lui et il met des draperies comme ça sur les fenêtres, des fruits en plastique des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y a des fruits en plastique et il tient sa caméra comme ça à l'épaule et il habille ses acteurs avec des rideaux, en fait, des rideaux de grand-mère, si vous voulez, comme ça. Donc ça donne des espèces de draperies comme ça avec des couleurs un petit peu criardes parce que c'était l'époque, et avec ces gens qui déclament des dialogues, mais vous pouvez pas imaginer. Alors je vais me risquer à un dialogue en anglais qui est quasiment intraduisible en français. Il y a un personnage d'un de ces films qui dit: I am not an heterosexual, I am not an homosexual, I am a trisexual. Donc quelqu'un qui essaye tout ce qui est possible en sexe. Alors c'est toujours ce drame-là insensé, là, Torture Dungeon, où alors on comprend pas trop j'ai pas trop compris l'intrigue, si c'était qu'il y a une espèce de châtelain qui doit accéder au trône et en fait il élimine tout ce qui est autour de lui. Mais bien sûr, alors c'est aussi Andy Milligan, et Andy Milligan adore le gore. Donc il va falloir qu'il y ait des têtes coupées, des bras arrachés, et alors des litres de sang de cochon. Et alors mais vous pouvez pas imaginer, c'est complètement dingue. Et puis je vous dis, cette caméra à l'épaule, parce que c'est un cinéma bien évidemment qui est très statique, mais qui des fois s'énerve parce qu'on a l'impression qu'il va chercher les répliques à la volée, comme si les acteurs les déclamaient trop vite, vous voyez, quelque chose comme ça, comme s'il n'était pas au courant des fois de ce qui se passait sur le plateau, et avec des fins de plan mais complètement chaotiques, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il tombe avec sa caméra. Et je sais pas ce que ça fout dans le film, pour tout dire. Je vois pas ce que ça fait. Enfin, c'est un effet complètement fascinant. C'est comme des fins de chapitres. Enfin, c'est quelqu'un d'insensé. Il y en a un autre aussi là que j'ai vu. C'est le dernier là que j'ai vu cet après-midi. Alors je vais vous retrouver le titre parce que après les titres je vais les citer parce que Bloodthirsty Butchers, les bouchers assoiffés de sang, où il adapte vous êtes Sweeney Todd, vous êtes au courant de Sweeney Todd, voilà, qui était, alors on ne sait pas si c'est un fait divers qui s'est passé en Angleterre en 1825, et il a adapté donc l'histoire de Sweeney Todd mais à Andy Milligan. Donc là on a une espèce de sextuor, enfin c'est un drame, c'est abominablement chiant, mais abominablement fascinant. C'est censé se passer donc en 1825, 1840. On a quand même un morceau de rock'n'roll dans un cabaret. Enfin, pourquoi on ne sait pas. Donc, on ne sait même pas si c'est des velléités d'auteur. Parce qu'on pourrait se dire à un moment donné, mais depuis on a fait Moulin Rouge. Voilà, ça pourrait être le Orson Welles quelque part de la série Z. Et pourquoi pas. Mais non, et c'est à la fois
complètement indigent, mais c'est à la fois totalement fascinant. Alors moi j'avais découvert les films il y a un certain temps en VHS. C'est des films aussi qui sont sortis en DVD. Il y avait un gros problème aussi sur les films d'Andy Milligan, c'est-à-dire c'était le son. Comme c'est du son direct, en fait on comprenait absolument rien au dialogue. C'est-à-dire que vous captiez peut-être 2-3 mots et tout comme ça. Et enfin là aujourd'hui avec cette édition Blu-ray, on comprend ce que disaient les acteurs, mais grâce aux sous-titres anglais. Parce qu'il y a des sous-titres anglais. Alors là, j'ai compris certains trucs que je n'avais pas compris à l'époque. Et dans le dernier film, d'ailleurs, tiens, j'y pense que je viens de citer, je vous avais dit que ça allait être chaotique. Il y a une scène finale, en fait, où il y a des gens qui rentrent dans le cadre, on ne sait pas qui c'est. On les a pas vus avant, et donc il y a alors ça se finit, c'est un peu tout le monde se poignarde là et tout, il y a plein de morts partout, du sang avec bien sûr des effets spéciaux un peu antiques, on va dire, un peu cheap, oui. Voilà, un peu cheapos, Andy Milligan, n'oubliez pas, $1,000 maximum, mais ces gens on sait pas d'où ils viennent. Donc voilà, alors il y a des cris et tout, c'est hystérique et tout. Alors, enfin moi voilà, la mâchoire moi m'en est tombée. J'ai redécouvert complètement Andy Milligan. Alors le coffret Blu-ray est extrêmement bien fait parce qu'il y a beaucoup de suppléments, il y a beaucoup d'interviews de gens qui ont collaboré avec lui parce qu'il a eu une fin de vie pas terrible. C'est quelqu'un qui est parti à Los Angeles, qui bien évidemment est mort dans la misère, qui est parti d'ailleurs avec la première vague du sida, dans l'indifférence générale. Donc là voilà, c'était pas terrible. Et du coup, ces gens, en fait, racontent une époque qui a aujourd'hui complètement disparu. Les concepteurs, enfin l'éditeur Severin Film, a même retrouvé le publicitaire qui s'occupait des films d'Andy Milligan, qui était à chaque fois catastrophé quand Andy Milligan lui amenait un film, parce que très souvent, le publicitaire, il avait un graphiste avec lui, donc il finissait la projection, ils se regardaient tous les deux, ils se disaient tu penses qu'on peut en tirer quelque chose ? Et le graphiste qui disait je vais essayer. Donc en principe, il changeait le titre, il trouvait des taglines et tout, etc. Et au niveau des restaurations aussi, c'est formidablement fait. Moi, je déteste aujourd'hui ce qui se fait en restauration, entre guillemets. Moi, j'appelle ça du ripollinage de films, tout du moins pour les films de l'époque bénie de la pellicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir un truc qui a été fait hier. Alors que là, ils ont laissé ce qu'il fallait. Ça porte le poids des âges, ça a quelques rayures, ça a des rayures vertes et tout, etc. Des fois, on a des baisses d'intensité sonore et tout. Donc, on se croirait dans une salle un petit peu comme ça, salle de quartier, des années 60 ou des années 70. Alors moi, ça me fait plaisir. Mais après, c'est un cinéma, je pense que ça ne ravira pas tout le monde. C'est à la fois un cinéma complètement dépravé, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment dépravé. Et puis, c'est du cinéma d'exploitation, donc c'est du cinéma de la... c'est le cinéma de la pulsion, et c'est un cinéma, et ça c'est vachement bien, qui n'a pas de morale. On en fait beaucoup aujourd'hui au cinéma. Je vous parlerai bientôt des films récents que j'ai vus, qui sont une absolue catastrophe pour moi. Là, à cette époque-là, on ne faisait pas de morale, on faisait vite des films, pas chers, qu'on donnait au public, que le public les aime ou pas. Ça, c'est une autre question. Voilà. Donc voilà, l'objet vaut vraiment cher, ça vaut 150 €, je vais le dire. Mais vous pouvez attendre, bien sûr, que ça monte tranquillement sur Internet, parce que ça a déjà commencé à monter. Donc les versions illégales que vous pouvez aller chercher sur d'autres sites. Allez, et tout. Rappelez le nom de... Alors ça s'appelle The Dungeon of Andy Milligan. Et alors je vais pas résister à vous citer quand même le titre de mon film, alors qui est pas le préféré, pas mon préféré, mais parce que c'est Torture Dungeon. Mais là, le titre, moi, il y a un titre comme ça, on est obligé de rentrer dans la salle, ou si on voit une affiche comme ça, on est obligé d'acheter le DVD ou le Blu-ray. Ça s'appelle The Rats Are Coming, The Werewolves Are Here. C'est-à-dire, les rats arrivent, les loups-garous sont déjà là. Effectivement, allez, après ça, une tisane et au lit. Merci, professeur Thibault, et à la prochaine. I can't explain just a feeling more than 5 senses. It's time to take off. Are you ready for candies? I can't believe in this. This was insanity. I will not come down from my insanity city.
see beyond the tongue. I can't explain just a feeling more than 5 senses. It's time to take off, are you ready for candy? I can't believe in this. And that's world insanity. I will know I will not come down from my eternity. The sunset, Sally shows nuances. All our lives are linked on a common flame. Color prism, kaleidoscope of light. Appearance laid bare in front of our fate. I can't explain, just feeling more than 5 senses. I don't want to leave this state. Everything now seems to me to be bound. Do you hear beyond sounds? I can't explain, just a feeling more than 5 senses. It's time to take off, are you ready for candy? I can't believe in this. That's world insanity. I will know I will not come down from my insanity. I can't believe I won't believe in better days. I've already flown too long with His Majesty. I can't believe in this. This world's insanity. I will know I will not come down from my insanity. I can't believe I won't believe in better days. I've already flown too long with His Majesty. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel. Voilà, ce qu'on vient d'écouter, c'est Flakes, un nouveau groupe qui s'est monté à la faveur du confinement, mené à la baguette par Joris Le Dantec, ex-chanteur de Watusi. Et puis ces petits jeunes s'apprêtent à sortir un EP, c'est un titre absolument rigolo, dans la veine que l'on vient d'écouter, entre funk et disco. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Majesty. La semaine prochaine sort le single Get Ready, qu'on a déjà écouté ici assez régulièrement, et puis le EP sortira en octobre, et il y a le roi de la cocotte à la guitare, Dorian Dutèche, qui fait des cocottes pendant tous les morceaux. C'est absolument formidable, à mourir de rire. Il ne reste plus qu'à espérer que les boules à facettes vont bientôt pouvoir être ressorties pour danser disco cette musique-là, et avec notre bon professeur Thibaut, on ira et ça nous rappellera notre jeunesse, parce que professeur Thibaut, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, j'étais en train de me dire finalement on va finir vieux con. Allez, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission est réécoutable dans la semaine sur la page YouTube ou la page Facebook de Caramel Mou Campus FM 94 MHz. Il vous faut écrire tout ça dans la petite case recherche. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. D'ici là, portez-vous bien. Caramel.